Merci Pascal et merci Sylvie. On peut les applaudir et pour la qualité de leurs propos et pour la fidélité à nos travaux. Alors, nous accueillons à cette tribune maintenant Daniel Dubrac, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie du département de Seine-Saint-Denis. Et ça tombe bien parce que nous voulons parler, et là pour terminer, des voies d'avenir et des problématiques qui sont posées, notamment ce qui a été défini tout à l'heure par Jean-Paul Bedbez dans son intervention sur la montée des inégalités sociales dans le monde, en voyant les écarts de croissance, les écarts de richesse dans le monde qui se creusent et naturellement qui se creusent aussi dans notre pays. Et le département de Seine-Saint-Denis est probablement un des départements de France où ces inégalités sont peut-être les plus lisibles, en tout cas celles qui semblent aujourd'hui particulièrement évidente. Alors Daniel Dubrac, présidente de la CCI, elle est membre du Conseil économique, social et environnemental où elle représente les entreprises dans cette grande assemblée de la République. Et nous entendrons ensuite Bertrand Badi, professeur émérite donc des universités, professeur à Sciences Po Paris, et qui naturellement aura sans doute des commentaires sur l'ensemble de nos discussions, puisqu'au fond il est très présent sur cette pensée des relations internationales et peut-être un peu sur une révolution de ces relations internationales qui est en train de se poser aujourd'hui, et nous l'interrogerons notamment sur le contenu de son prochain livre qui va être proposé au public très prochainement. Alors d'abord, Daniel Dubrac, comment se présente pour vous cette montée des inégalités dans ce que vous vivez au quotidien entre les entreprises, les différentes structures sociales, dans cette montée des inégalités, dans cette montée de la violence, dans cette montée de la brutalité et au fond dans ce monde qui, à l'image un peu de la société française, est en train de se durcir à peu près partout sur la planète. Vous avez la parole, Madame Dubrac. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que, et vous l'avez évoqué, cher Président, les défis sanitaires et environnementaux, comme la lutte contre les inégalités, ce sont des problèmes qui maintenant ne peuvent plus se voir à l'échelle de la mondialisation, mais aussi plutôt à l'échelle de la planète. Vous avez évoqué tout au long de cette journée deux thèmes qui s'imposent aujourd'hui à cause de la Covid. C'est le thème des inégalités face à la pandémie, c'est le thème aussi des inégalités face au réchauffement climatique. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi des inégalités, même si les gouvernements précédents et actuels font le maximum pour la réduction des inégalités. C'est un sujet qui est toujours prégnant, d'abord en France et puis bien sûr à l'échelon national. Sur les inégalités face à la pandémie, on s'aperçoit, on l'a tous vécu, que tout a été planté, que des projets ont été reportés, que l'accès au logement, aux conditions essentielles, tout ça, ça a été complètement contrarié. Et malheureusement, il y a des projets qui n'ont pas eu lieu au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau mondial. Il y avait des pauvres dans le monde, 736 millions de pauvres dans le monde. Et il y avait un objectif, l'objectif de développement durable qui était le fait d'éradiquer la pauvreté d'ici 2030. Il est certain qu'avec la Covid, ça va rajouter au moins 124 millions de pauvres. Et ce sujet-là, qui est un sujet important, qui est un sujet d'inégalité, puisque si tout le monde ne va pas dans le même sens, on ne va pas y arriver. Ce sujet-là est un sujet important. En France, avant la Covid, donc plus de 124 millions après la Covid, d'après les chiffres qu'on nous donne. Et en France, il faut absolument que notre stratégie d'atteinte de ces objectifs ODD soit réalisée. Il faut donc que la pauvreté aussi en France soit éradiquée, ou au moins qu'on puisse la limiter d'ici 2030, puisque les objectifs de 2015, c'était sur 15 ans. Et là, on a perdu énormément de temps avec la pandémie. Et en France, ne faut-il pas se dire que par rapport au revenu minimum, il y a à peu près 5 millions de Français avant la Covid qui vivaient avec 800 € par mois de revenus.
Si on imagine que le revenu médian aujourd'hui mensuel, c'est 1 760 €, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que d'ici 2030, on puisse avoir une stratégie d'élimination de la pauvreté, au moins pour aller jusqu'à des gens qui gagneraient 50% du revenu médian? Ça, c'est le premier défi. Vous avez parlé aussi tout au long de cette journée d'inégalités face au réchauffement climatique. Alors là, on est certain que les événements extrêmes vont arriver de façon plus fréquente, de façon plus intense, donc il va falloir s'adapter. Il va y avoir des gens qui vont pouvoir et qui vont avoir le moyen de s'adapter, et puis d'autres qui ne vont pas pouvoir. Or, on sait très bien que le creusement des inégalités va se faire, d'où l'intérêt d'avoir une stratégie la stratégie de réduction des inégalités qui va avec la stratégie des politiques de changement climatique. C'est ce qu'on appelle un peu la justice climatique. Et il faut absolument que ces objectifs de justice climatique et tout faire pour que le réchauffement climatique n'aggrave pas les inégalités se fassent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait, nous, en France et au-delà de la France, bien évidemment, une stratégie sur le sujet. C'est valable pour le territoire, c'est valable pour le monde entier, c'est valable pour les territoires ultramarins, bien évidemment. Et là, la société civile en général est complètement liée à ce sujet-là. Sur l'intégration de la lutte contre le changement climatique et les politiques de lutte contre les inégalités, il y avait des sénateurs et des députés dans la salle, donc on a adopté il y a quelques jours le plan climat-énergie, on y est. De toute façon, il fallait bien, puisque dans le plan climat d'avant, la neutralité carbone d'ici 2050, il faut la faire. On sait très bien que le bâtiment donne à des gaz à effet de serre, émissions à gaz à effet de serre, pardon, et de la consommation, et que donc il faut limiter ces consommations dans le bâtiment. On doit donc rénover, mais il faut encore que le reste à charge pour les publics précaires puisse avoir cette possibilité de faire cette rénovation. Et peut-être faut-il aussi que pour les gens qui sont en précarité énergétique, peut-être faut-il carrément annuler le financement qui serait lié à ces travaux de rénovation. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais pour autant, si on veut atteindre les objectifs de neutralité carbone, il va bien falloir aider les ménages modestes sur ce sujet-là. Et peut-être que sur les politiques climatiques, il faudrait évaluer ces politiques au regard des bénéfices qu'elles apportent aux populations les plus vulnérables et les plus modestes, par exemple sur les 20% de cette population. Il y a des inégalités de genre et de santé. Très rapidement, ça a beaucoup touché les femmes au niveau de la pandémie, parce qu'elles ont reporté peut-être des examens, parce qu'il y a eu la vie privée et professionnelle qui a été exacerbée du fait du confinement. Il faudrait regarder la notion de télétravail pour les femmes, voir un petit peu comment l'impact peut se faire, qu'il puisse y avoir aussi des possibilités de charge de garde d'enfants pour que cet impact du télétravail puisse être pris en compte, tout ça dans le but de réduire ces inégalités. Sur la santé, il y a eu des problèmes criants, parce qu'il y a des gens qui sont morts plus dans certaines catégories sociales précaires qui sont plus morts, dans des territoires qui sont délaissés aussi. On a toujours été dans une logique de prévention, éducation, promotion. Est-ce qu'il ne faut pas renverser ces logiques pour prendre en compte systématiquement les déterminants de santé que sont tous les facteurs personnels, socio-économiques qui déterminent vraiment l'état de santé de l'individu. Il y a aussi des inégalités numériques. Avant le Covid, il y avait 15% de la population qui n'utilisait pas Internet. Alors évidemment, avec le confinement, on a quand même été bouleversé par ce numérique. Peut-être faut-il un service public du numérique, un minimum. Et c'est vrai que beaucoup de choses sont dématérialisées, mais pour autant, ne faut-il pas garder un service non numérique, au moins pendant une phase transitoire ? De même, sur l'égalité et les inégalités à l'éducation, on sait très bien qu'on parle beaucoup d'ascenseur social qui est en panne, et on sait très bien qu'il faut à peu près 6 générations pour un pauvre pour pouvoir gagner la catégorie, je dirais, de la classe moyenne. L'entreprise est un endroit où l'ascenseur social peut jouer, mais il n'y a pas que l'entreprise qui compte.
Et donc là, il va falloir, pour essayer de limiter le creusement de ces inégalités, peut-être arriver tout de suite, dès la petite enfance, à trouver des solutions, par exemple des solutions de garde d'enfants pour des besoins spécifiques, et puis surtout améliorer la césure entre la petite enfance et l'école maternelle, puisque ce n'est pas toujours les mêmes politiques qui s'entrecroisent. Inégalité d'équipement aussi. On a bien vu qu'il y avait des gens qui avaient du matériel, des gens qui n'avaient pas de matériel. Sur la continuité pédagogique, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les régions, par les établissements, mais pour autant avoir un espace numérique de travail qui soit identique d'un établissement à l'autre, ce serait quelque chose de bien, mais ça joue beaucoup sur des socles d'équipements à faire, des outils, des compétences qu'il n'y a pas forcément eu tout le temps. On a été un peu pris de court, certes, mais du coup, il va falloir tirer profit de ces difficultés. J'ai encore 3 inégalités et ensuite je vais m'arrêter. Sur l'inégalité aussi d'accès à l'orientation, mais surtout à la formation. On sait bien que dans le monde, le chômage s'est aggravé et que le revenu net de certaines personnes a diminué. Et donc, du coup, il faut absolument qu'on puisse avoir une bonne insertion professionnelle. Et c'est terrible d'ailleurs de dire ça, parce qu'on sait qu'il y a à peu près une entreprise sur 2 qui cherche du travail. Et il y a quand même des gens qui sont peut-être mal formés, peut-être aussi mal orientés. En tout cas, des idées comme mettre le paquet sur les primo-demandeurs d'emploi ou les primo-créateurs d'activités en leur donnant un capital formation d'amorçage pour qu'ils puissent éventuellement se reconvertir dans des domaines où il y aurait du travail et que chacun puisse avoir un travail, ou bien alors sur ceux qui ont arrêté très tôt l'école, pouvoir leur donner un compte de formation personnelle d'avance pour qu'ils puissent se reconvertir, pourrait être quelque chose qui pourrait faire réussir notamment les jeunes et un petit peu éliminer les inégalités d'accès, non pas à la formation, mais à l'emploi. Les inégalités territoriales, il y a des gens dans la salle qui sont des élus politiques et qui ont la conscience politique très, très, très forte sur les inégalités territoriales qui existent et aussi qui vont de pair avec les inégalités sociales. Et là, il y a peut-être des choses à voir sur la péréquation. L'État ne peut pas tout faire, les régions non plus ne peuvent pas tout faire, les conseils départementaux non plus ne peuvent pas tout faire. Mais il est certain qu'assurer une solidarité, au moins sur un périmètre, c'est important. C'est terrible, vous parliez du 93, mais pas que. C'est terrible de voir dans des grandes aires urbaines où il y a des quartiers politiques de la ville, où il y a quand même de la population en grande difficulté qui cohabite avec de la population en moins grande difficulté, malgré le travail qui est fait sur les entreprises, sur ces territoires et sur les politiques qui sont souvent dans des logiques de projet. C'est vrai qu'on peut regretter dans certains cas de figure qu'il n'y ait pas de services publics. On a été obligé de fermer des services publics pour des raisons que je ne peux pas juger, mais pour autant avoir un panier minimum de services publics dans les territoires, que ce soit en zone rurale, périurbaine ou dans les quartiers politiques de la ville, ce serait bien, ça éviterait peut-être ces inégalités d'accès et puis ces inégalités territoriales. Et puis, au niveau européen, ça va être un petit peu ma conclusion, vous avez ce qu'on appelle la taxonomie environnementale ou taxonomie verte, qui consiste selon un critère de l'Union européenne, à classifier les entreprises et les activités économiques en fonction de leur qualité à ne pas aggraver le changement climatique, et donc peut-être à permettre à des investisseurs de soutenir ce type d'activités économiques qui ne vont pas aggraver le changement climatique, puisqu'on sait que le changement climatique, c'est un creusement d'inégalités très fort. Et bien peut-être ne faudrait-il pas faire de la taxonomie sociale, c'est-à-dire trouver plutôt une classification qui intègre tout, de façon globale, le social, l'environnemental, de façon à orienter les financements vers des projets à grand impact social. C'est vrai que vous parlez de planétisation, c'est important de mener des réflexions, notamment au niveau des entreprises et au niveau planétisation, comme la RSE. On s'aperçoit que les entreprises qui sont les plus performantes et qui tiennent mieux le choc, ce sont celles qui ont beaucoup travaillé sur le côté responsable de leur entreprise. D'ailleurs, quand il y a un choc, en général, les clients il y a une solidarité à la fois sur les salariés, à la fois sur les clients. Toutes les études académiques l'ont dit. Voilà, donc
je terminerai par dire, sensibiliser toute la société civile sur les objectifs globaux d'ODD. J'ai cité que les inégalités, j'ai cité aussi que la pauvreté, mais vous savez bien qu'il y en a 17. Et puis poursuivre ces réflexions essentielles sur le RSE dans les entreprises, parce que c'est comme ça qu'on va certainement y arriver. Voilà ce que je pouvais dire en introduction sur les différentes inégalités qui existent en France, mais pas que, qui existaient avant la Covid, qui se sont aggravées avec la Covid. Merci beaucoup, Daniel Dubrac. Nous avons tenu à avoir cet exposé avant l'intervention de Bertrand Badie, parce qu'au fond, Bertrand Badie, dans ses différentes expressions, remet souvent en cause la traditionnelle pratique des relations internationales, et notamment la montée des sociétés civiles, la montée des organisations sociales, et au fond, la montée des préoccupations qu'on vient d'évoquer. Car ce sont ces préoccupations qui créent des mouvements de société, qui créent des appétences de la société et au fond des opinions publiques, et qui créent au fond une certaine forme de déstabilisation des pouvoirs qui ne sont pas aujourd'hui tout à fait représentatifs partout de ces aspirations. Et au fond, on sent là un décalage entre l'organisation multilatérale et les problèmes qu'on peut affronter ici ou là dans les différentes sociétés et qui s'expriment sur le plan international. Donc, comme une sorte de dernière intervention un peu charpentée, comme à l'habitude, que vous savez faire, monsieur le professeur, quelles sont vos réactions un peu à tout ce qu'on a dit et comment peut-on imaginer que finalement ce multilatéralisme qui, avec 75 ans, fait quand même aujourd'hui son âge, qu'on voit bien qu'il a ces formes de pesanteur, comment peut-on espérer que ces pulsions sociales, cette dynamique sociale puisse participer au fond à des relations internationales de manière positive? You have the floor, dear. Thanks. Eh bien, je suis professeur émérite à Sciences Po, j'ai enseigné les relations internationales pendant 40 ans, et c'est très bien que je parte à la retraite, parce que la dénomination même de relations internationales pose problème. Il ne devrait plus y avoir de professeurs de relations internationales, mais des professeurs de relations internationales et intersociales. C'est-à-dire que nous vivons là une rupture qui est très profonde par rapport à notre culture, je dis bien notre se rapportant à l'Occident, notre culture de l'international. Ce sur quoi je voudrais conclure, puisque vous me donnez ce privilège ou ce péril, c'est sur cette transformation de la culture des relations internationales. Et j'ai été très heureux d'entendre Monsieur le Premier ministre tout à l'heure nous parler de cécité ou de somnambulisme, parce que le problème essentiel est là. C'est-à-dire que le monde est en train de changer profondément de nature, après peut-être 5 siècles, c'est-à-dire que c'est une rupture qui s'inscrit dans l'histoire longue, alors que les pratiques politiques, que les textes de droit d'ailleurs, que les formules diplomatiques et que les projets et programmes des acteurs politiques ne changent pas et restent dominés par cette ancienne culture. Vous m'interpellez sur le multilatéralisme. Le multilatéralisme que nous avons et que je vénère parce que c'est la chance de notre monde, c'est en même temps un multilatéralisme issu de l'ancien monde. Il y avait cette formule de Lloyd George à Versailles en 1919 qui disait il s'agit, avec la création de la SDN, de prolonger le concert européen. Ça en dit long. C'est-à-dire, finalement, cette addition de puissance, cette régulation de puissance. Et 1945 et la Charte de San Francisco a confirmé ce phénomène, l'a même amplifié à travers la légalisation de la puissance et donc le droit de veto. Mesdames et messieurs, ce que je voudrais dire devant vous et qui me paraît essentiel, c'est que nous sommes entrés dans une étape nouvelle du monde qui se caractérise par le fait qu'aujourd'hui, le social court plus vite que le politique. Et que la dynamique de notre monde, et je crois que ça recouvre énormément de choses, et énormément de vertiges que vous indiquiez tout à l'heure, la dynamique politique est surprise par une dynamique sociale qui s'émancipe, qui s'autonomise
et qui fait la loi, fait la règle, enfin la loi avec un petit L, fait la règle du nouveau jeu mondial. Et le drame, et peut-être la pathologie de notre système international, c'est qu'il y a une dissonance entre la vigueur de cette dynamique sociale et la résistance, la résilience, comme on dit aujourd'hui, ce terme horrible et tellement significatif, la résilience des structures politiques. Le social court plus vite que le politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acteurs sociaux prennent de plus en plus le pas sur les acteurs politiques pour fabriquer l'agenda international. Ça veut dire que les enjeux sociaux, qu'ils soient de nature climatique, qu'ils soient de nature alimentaire, qu'ils soient de nature sanitaire, qu'ils soient de nature socio-économique, l'emportent sur l'agenda international, sur les enjeux stratégiques. Ça veut dire que les conflits se transforment et qu'aujourd'hui, ce qui est de plus dangereux, c'est qu'on a une lecture clausewitzienne des conflits et des guerres, comme si les guerres d'aujourd'hui étaient encore des phénomènes qui pouvaient s'appréhender à travers les paradigmes stratégiques, alors que ces conflits sont des conflits de substrat social. Prenez l'Afghanistan, prenez le Sahel, prenez le Yémen, prenez aussi l'Irak, prenez la Syrie. À chaque fois, ce sont des phénomènes profonds de décomposition sociale qui sont à l'origine de ces conflits et qui ne se traitent pas par l'aspirine géopolitique. Je dirais, d'un certain point de vue, celle-ci, en aggravant la dissonance, aggrave, comme on le voit dans la débâcle afghane aujourd'hui, les conditions de solution de ce conflit. Tout ça pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous avons en Occident, il y a 5 siècles, 6 siècles, il n'y a pas une date précise de démarrage, même si on parle souvent de la paix de Westphalie 1648, nous avons inventé le premier système international. C'est vrai que l'Occident, qui était à l'époque seul au monde de facto, avait inventé le premier système international. Avant, il y avait des empires, mais l'empire, ce n'est pas international. Il y avait des cités, il y avait des systèmes tribaux, communautaires, tout ce que vous voulez, mais l'invention de l'État occidental à la Renaissance et en sortant du Moyen-Âge a inventé ce phénomène inédit dans l'histoire du monde, dans l'histoire humaine, qui est la compétence entre États souverains juxtaposés. Qui va régler la circulation? Qui va régler la circulation? Eh bien, nous dit quelques siècles plus tard Raymond Aron, le diplomate et le soldat. Et on enferme ainsi les relations internationales dans une coquille qui était réelle à cette époque et qui l'est restée jusqu'à la fin de la guerre froide, qui est la coquille de la géopolitique, c'est-à-dire de la compétition, je reprends encore une formule de Raymond Aron, multiséculaire entre États-nations. Eh bien, ceci s'est terminé. C'est terminé sous l'effet de 3 ruptures. Ces 3 ruptures, elles n'ont jamais été réellement prises en compte. La première rupture, c'est la décolonisation. La décolonisation a inventé la mondialisation de fait. Parce qu'avec la décolonisation, on va passer progressivement de 51 membres de l'Organisation des Nations Unies, qui étaient presque exclusivement européens ou américains, à 193 aujourd'hui. Parce qu'avec la décolonisation, on va faire un monde multiculturel dont la plupart des membres n'auront jamais connu la période westphalienne, la culture westphalienne qui reste étrangère à la leur. La culture westphalienne est également étrangère à la Chine et à l'histoire chinoise contemporaine. Et cette mondialisation de fait par la décolonisation a introduit toute une série de variables désormais sociologiques dans l'organisation des grands équilibres mondiaux. Et le premier rejoint parfaitement, fait écho au niveau mondial, ce que vous avez dit, madame, c'est-à-dire les inégalités. On découvre un monde qui n'est plus ce monde de relatif équilibre entre puissances, concept sacré des relations internationales traditionnelles, mais qui est un monde de déséquilibre fondamental. Entre la Centrafrique, dont le PIB par habitant est autour de $600 par an, et le Luxembourg, 110 000 $, vous comprendrez, sans que j'aie besoin d'aller au tableau, qu'il y a une distorsion qu'il va falloir désormais gérer. C'est-à-dire que les inégalités mondiales sont devenues l'item numéro 1 des agendas internationaux. Et les facteurs profonds de toutes les tensions,
des incompréhensions. J'aime beaucoup cette idée d'incompréhension qui sont intimement liées à ces distorsions. Et puis il va se poser avec la décolonisation immédiatement le problème de la gouvernance mondiale. Sitôt les anciennes colonies indépendantes, les vieilles puissances reprennent la main en confisquant la gouvernance, dont le point d'aboutissement est le G7. Je laisse de côté le G20, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, car je crois que le G20 n'a jamais véritablement fonctionné. La deuxième rupture, et d'ailleurs pour la décolonisation, j'ajouterai un dernier point qui a été très bien développé ici, qui est l'humiliation. La deuxième rupture, c'est la dépolarisation. La dépolarisation, ce n'est pas la mondialisation de fait, c'est la mondialisation par défaut. C'est-à-dire, jusqu'à 1989, le jeu international restait un jeu d'équilibre de puissance et de rapport de force. Avec la chute du mur, c'est la notion même de rapport de force qui disparaît. C'est-à-dire qu'on découvre peu à peu que le champ de bataille du monde passe de l'Europe à l'Afrique et au Moyen-Orient, et que sur ce nouveau champ de bataille, le rapport de force ne fait plus la loi. Et ça, les événements d'Afghanistan récents sont là pour le confirmer. Je vais vous livrer un scoop. Figurez-vous que les milices talibanes sont moins puissantes que l'armée américaine, et cependant, comme dans les guerres de décolonisation, comme au Vietnam, comme en Somalie, comme en Irak, comme au Sahel, le plus fort est défié s'il n'est pas simplement vaincu. Et c'est aussi avec la dépolarisation, la disparition de trois concepts majeurs que je considère on ne devrait plus employer sauf les redéfinir et les repréciser. Le concept de guerre, auquel se substitue le concept de conflit, le concept d'alliance, auquel se substitue le concept de partenariat, et le concept de puissance, devenu, par la magie de la chute d'un mur, impuissante. Et puis, évidemment, la troisième rupture, c'est la mondialisation technosociologique. La mondialisation n'est pas un phénomène économique, c'est un phénomène qui a été accaparé par les acteurs économiques, mais c'est d'abord un phénomène technologique. Et derrière ce phénomène technologique apparaissent trois éléments majeurs. Le premier, je n'y reviens pas, Mahabou Bani l'a très bien développé, c'est l'inclusion. Tout le monde est sur le même bateau. Le deuxième phénomène, il a été très développé ici, et je m'en réjouis, c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance, j'en ai parlé hier encore pour préparer cette leçon à monsieur de la Palisse, et il m'a bien expliqué que c'était le contraire de la souveraineté. Donc je veux bien qu'on parle encore de souveraineté, mais je veux qu'on redéfinisse complètement ce concept qui, dans une logique interdépendentielle, ne fait plus sens, en tous les cas, selon la tradition qui est celle de la définition qu'en a donnée Jean Bodin dans les 6 livres de la République. Et surtout, dans cette interdépendance, apparaît une révolution forte sur laquelle je voudrais attirer votre attention, qui est le passage d'une conception nationale de la sécurité à une conception globale. C'est-à-dire le passage de la sécurité nationale qui a gouverné les relations internationales jusqu'en 1989, c'est-à-dire la sécurité, c'est la protection de la nation, à la sécurité globale qui qualifie cette fois-ci l'humanité tout entière. La sécurité globale n'a rien à voir avec ce que des parlementaires ont bizarrement appelé loi sur la sécurité globale. Ce qui m'a valu des dizaines de mails de mes collègues anglo-saxons, de mes collègues japonais, qui me disent « Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend en France de parler de global security pour désigner la technique de protection de la police dans les manifestations ?» Moi, personnellement, j'ai été malade pendant 3 semaines. Comment peut-on dévoyer un concept qui a 40 ans d'âge et qui a été inventé, forgé par la communauté internationale, pour lui donner un tout autre sens qui touche l'opinion publique et qui fait que pour l'opinion publique, je sors un livre, merci de l'avoir signalé, la semaine prochaine, que je voulais appeler Sécurité globale. Mon éditeur m'a dit « Faites pas ça, ils vont rien y comprendre ». Alors je l'ai appelé les puissances mondialisées, je dis ça pour que vous l'achetiez dès qu'il sera sorti. Et puis,
le troisième défi de cette mondialisation techno-sociologique, c'est la fin du principe de territorialité au sens strict du terme. On parle beaucoup de territoire en ce moment, mais il faut voir quand même que ce concept de territorialité est lié à cette histoire stato-nationale et qu'il en prend évidemment pour son compte. Alors, je sais qu'il faut parler brièvement, donc je termine en dégageant 4 enjeux. Le premier enjeu, c'est, nous sommes dans un temps où la première question que se pose un gouvernant, c'est comment gérer la mondialisation. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit comment les puissances occidentales ont du mal à interpréter la mondialisation et à l'intégrer dans un jeu international qui reste profondément stato-national. Et ça, c'est une contradiction très handicapante qui a atteint en même temps les diplomaties européennes et la diplomatie américaine. Là où, au contraire, les puissances émergentes, dont la Chine, ont une toute autre lecture de la mondialisation et considèrent que finalement, celle-ci a probablement desservi les puissances occidentales, c'est ce que nous aurait dit notre ami Branko Milanovic s'il avait été présent, mais qui, en fait, a considérablement servi les puissances émergentes. Donc le rapport à la mondialisation, et je crois qu'il faut toujours, moi c'est ce que je me permettais de dire aux étudiants, aujourd'hui quand on pose une question de relations internationales, le premier préalable c'est le rapport à la mondialisation. Et le rapport à la mondialisation de la Chine et le rapport à la mondialisation des puissances occidentales est tout à fait différent. Deuxièmement, ce sont les acteurs. Les acteurs, dans ce nouveau jeu, sont de plus en plus des acteurs sociaux. Alors qu'il s'agisse des printemps arabes qui ont bousculé les structures politiques ou qu'il s'agisse des acteurs sectoriels, les grandes firmes, les ONG et tout ce qui s'ensuit, mais c'est aussi l'individu. La réflexion sur l'entrée de l'individu dans le système international devient décisive. Et pour moi, l'individu qui entre dans le système international, c'est 3 types d'individus. C'est l'individu communicant, c'est l'individu migrant, et c'est surtout l'individu souffrant. C'est-à-dire que la souffrance sociale devient la variable la plus saturante de l'explication des relations internationales. C'est ce travail sur la souffrance sociale qui ne faisait pas grand sens à l'époque où les États avaient le monopole des relations internationales, qui ne faisait pas grand sens lorsque les relations internationales étaient occupées par des acteurs de même taille, mais qui a aujourd'hui, dans un monde de communication où tout le monde voit tout le monde, et où désormais le pauvre voit le riche, quelquefois dans la même ville, vous signaliez le problème de l'urbanisation, qui est un vrai problème. Il suffit d'aller à Lagos, comme j'ai eu la chance d'y aller il y a 2 ans, et on voit ce que c'est que la proximité du pauvre par rapport au riche et le ressentiment que le pauvre a en découvrant le riche. Le troisième enjeu, c'est la naissance des enjeux globaux. Et les enjeux globaux, liés donc à cette sécurité globale, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, nous l'avait défini dès 1994. Ça fait quand même plus de 25 ans qu'on sait ce que c'est que des enjeux globaux. Et le PNUD nous dit, il y en a 7. La sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale, la sécurité économique, la sécurité culturelle, la sécurité individuelle, la sécurité institutionnelle. Est-ce que vous entendez souvent des acteurs politiques faire campagne sur ces 7 sécurités? Est-ce que vous entendez souvent des diplomaties prendre en charge ces grands impératifs? Et savez-vous que si le terrorisme fait entre 10 000 et 40 000 morts par an, la faim dans le monde en fait 9 millions? Et savez-vous que le changement climatique, d'après l'OMS, fait 8 millions de morts par an? C'est-à-dire que ce n'est pas la même échelle. Et le danger, cette fois-ci, est un danger collectif. Et un danger collectif ne peut se traiter que par des politiques collectives. C'est-à-dire à enjeux globaux, sécurité globale correspond gouvernance globale. Et correspond une nouvelle équation du jeu international. C'est-à-dire que sortir de Westphalie, c'est sortir du jeu à somme nulle. C'est-à-dire ce que tu gagnes, je le perds, ce que je perds, tu le gagnes. Ça, c'est fini. On est dans un monde où, au contraire, ce que je gagne, tu le gagnes, ce que je perds, tu le perds. Et la prise en charge politique, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, et c'était vrai, d'un enjeu global comme l'enjeu sanitaire par les politiques, s'est traduit par quelque chose de préoccupant, qui a été la nationalisation de ces enjeux globaux. Cette nationalisation des enjeux globaux
a donné naissance aux dysfonctions sur lesquelles nous vivons actuellement. Guerre des masques ou guerre des vaccins, le Sud n'est pas vacciné au nom justement de cette nationalisation des enjeux globaux, et résultat, tout le monde va perdre parce que du Sud va naître de nouveaux variants qui vont effectivement anéantir nos efforts de vaccination. Cette contradiction qu'il y a entre le jeu à somme non nulle et effectivement cette nationalisation des enjeux globaux est la source de toutes les difficultés que nous connaissons, avec l'occultation des problèmes, dont on parle très peu, sauf sur un mode rhétorico-poétique, sans que véritablement... Moi, j'ai été très étonné, je me souviens en mars 2020, un journaliste m'interviewait sur qu'est-ce qui va se passer dans le monde d'après. On parlait beaucoup du monde d'après. J'ai dit la première chose qui va se passer, c'est une réforme de l'OMS. On va créer un conseil de sécurité sanitaire au sein de l'OMS. On va renforcer les normes sanitaires, les règlements sanitaires internationaux, les RSI. On va créer une task force pour aider les pays du Sud. Tout ça va être fait très rapidement parce que c'est l'urgence. Rien. C'est tout juste si le dernier G7 n'a pas évoqué effectivement un jour le besoin de... Et là, c'est effectivement l'expression même des contradictions que nous vivons. J'en ai terminé juste pour dire que cette socialisation du monde, c'est aussi la transformation des conflits. Les vieux conflits, les conflits clausewitziens, ils sont à l'état latent, Corée du Nord, Corée du Sud, mais très latents, Inde, Pakistan. Mais les vrais conflits qui nous inquiètent aujourd'hui sont tous des conflits d'extraction sociale. Comment peut-on comprendre le conflit du Sahel sans prendre en compte les effets de crise foncière profonde, les rivalités intercommunautaires, la désertification? Vous savez qu'au Sahel, la désertification progresse de 10 cm par heure. C'est-à-dire le temps de Mont-Laïus, ça fait déjà 5 cm. Eh bien, c'est bien une nouvelle grammaire qui se dessine, dont la plupart des princes ne veulent pas, surtout en Occident, parce que... Désolé, je ne peux pas faire cela. Ah ben alors, dans ce cas-là, je ne le fais pas. Les princes craignent, par ce tournant social des relations internationales, d'être privés d'une part de leurs ressources. Et donc ce changement, ce passage d'un monde à l'autre, gelé au niveau multilatéral. Pensez que le Conseil de sécurité refuse systématiquement d'examiner en profondeur et de prendre des résolutions robustes sur les sécurités humaines. Qu'il s'agisse de sécurité sanitaire, bien sûr à propos du Covid, mais déjà à propos d'Ebola, qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, avec ses 9 millions de morts par an, qu'il s'agisse des questions climatiques. Le délégué russe au Conseil de sécurité a même eu le culot, il y a 2 ans, de dire « discuter des questions climatiques au Conseil serait contre-productif ». Inutile de vous dire que bien des États, notamment insulaires, ont alors frissonné. Et ce n'était pas dû à la clim. Alors, mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps de regarder différemment les choses. Et si on les regarde différemment, il y a une petite chance de pouvoir aussi agir différemment. La gouvernance globale, c'est quelque chose qui vient très vite, soit sous l'effet de la peur, soit sous l'effet de l'utilité. Quand les aéronefs se sont mis à voler, très vite on a compris l'utilité d'une gouvernance globale de l'aviation civile. Maintenir les personnes en vie, ça vaut peut-être plus que de faire voler les aéronefs. Je vous remercie. Monsieur le professeur, je voudrais vous dire que votre laïus, comme vous dites vous-même, n'a pas du tout provoqué de la désertification de nos esprits, mais au contraire une fertilisation, même si ça se compte non pas en centimètres, mais probablement en kilomètres. Merci beaucoup de cette intervention qui est au fond très importante pour nous, parce que tout ceci est à relier avec le développement des réseaux sociaux, avec toutes les organisations sociales, toute la mobilisation des ONG, avec tous ces acteurs. Au fond, que la politique étrangère, les relations internationales de pays à pays sont de plus en plus accessibles aux différents acteurs. Et donc, ce n'est plus simplement une science de professionnels. Dieu sait si on a besoin de professionnels, mais néanmoins, tout ceci peut être un moment
moment ou un autre partagé. Et donc nous sommes là dans une situation où en effet l'ancien monde a besoin d'attitudes, de regards nouveaux pour essayer d'apporter des solutions. Nous avons dans notre public deux personnalités qui ont peut-être des choses à ajouter. Donc, si ils sont toujours présents, mais je crois que je les vois, nous avons Jean-Claude Beaujour, qui est le vice-président de France-Amérique. S'il voulait monter à cette tribune quelques instants, parce qu'au cas où on n'aurait pas parlé des États-Unis suffisamment en bien, je voudrais que les paroles soient pouvoir équilibrées. Et donc, je voudrais bien entendre Jean-Claude Beaujour. Naturellement, je dois vous dire dès le départ que vous n'avez pas beaucoup de temps de parole puisque nous voulons terminer à 17h. Mais je ne voudrais pas qu'on ne vous entende pas. Et de même que je vais demander au général Dominique Trinquant, qui est ici, de bien vouloir monter aussi. C'est un grand expert international des questions de sécurité et je ne voudrais pas qu'ayant assisté à notre forum, il ne puisse pas s'exprimer. Donc, je suis heureux de les avoir tous les deux. Je sais que dans la salle, il y a beaucoup d'autres gens qui seraient légitimes pour s'exprimer, mais j'ai pensé que ces deux-là pouvaient compléter bien notre panel. Un mot, Jean-Claude Beaujour, sur ce que vous avez pensé de nos échanges et compte tenu de votre connaissance des États-Unis, ce que vous pensez de nos réflexions partagées. Merci, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames, Messieurs. Je crois qu'il y a deux réflexions qui me viennent de ces échanges. La première, et je parlerai bien sûr un petit peu des États-Unis, la première, une certaine satisfaction en entendant l'ensemble des interventions, couronnées par celle du professeur Badi, que j'ai bien connu lorsqu'il donnait ses conférences à Sciences Po, parce qu'effectivement, deux ou trois idées ont émergé. La première, c'est que nous rentrons dans une phase d'élection présidentielle, on entend beaucoup parler de souveraineté, alors même que les événements récents démontrent bien que nous vivons dans un monde qui n'a jamais été aussi interdépendant. On pouvait être indifférent à la question sanitaire des pays éloignés des nôtres, Afrique subsaharienne, etc., eh bien, on nous a montré que même nous pouvions être mis en cloche parce que tout au bout du monde, il y avait un virus qui nous embêtait. Première chose. Donc, la question sanitaire doit être au centre de nos préoccupations parce que simplement, je veux dire, on a beau avoir tout l'argent que l'on veut, si on ne vit pas, vous avez bien terminé par est-ce que ça ne vaut pas le coup de protéger la vie, si on ne vit pas, ben, tout l'argent qu'on aura, tous les biens qu'on aura ne serviront à rien. Première chose. Deuxième élément, effectivement, la question de l'environnement est déterminante parce que, par exemple, sur les migrations, on sait aujourd'hui que les grands phénomènes migratoires sont aussi liés à la question climatique. C'est vrai pour le nord des États-Unis, où on voit bien que tous les processus climatiques sont pour partie à l'origine de l'arrivée massive de migrants aux frontières des États-Unis. Troisième élément, je serai très rapide, troisième élément, les inégalités. Vous avez dit, monsieur le professeur, mesdames, messieurs, que les inégalités sociales sont désormais dans le champ de la relation internationale. Oui, parce que ce sont ces inégalités qui n'ont plus de territoire, qui n'ont plus de frontières. Et les éléments de communication, Internet fait que vous soyez à New York, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Shanghai, vous savez ce qui se passe à travers la planète et on n'accepte plus qu'il y ait de très grands riches et de très grands pauvres. Et donc oui, la notion d'inégalité sociale ne peut plus être un sujet strictement national, mais doit faire partie de la réflexion internationale si on ne veut pas que nos démocraties sur le plan national, nos pays, soient complètement bouleversés. J'en terminerai en vous disant que les sujets qui nous préoccupent sont exactement les mêmes qui préoccupent les États-Unis et le président américain actuellement. On a dit que la Chine est une obsession pour les Américains. Pas simplement parce qu'elle serait une obsession et qu'on en aurait peur pour en avoir peur. Il faut écouter l'Américain de la rue, le travailleur, les gens, et pas simplement à New York ou à Washington, mais quand on travaille ensemble, quand nous sommes ensemble, ce qui les préoccupe, c'est la perte d'emploi, c'est le sentiment de déclassement social, c'est la perte d'avenir. Et l'un de nos intervenants a dit ce matin que dans certains pays, on se ravit de savoir que les enfants auront mieux. Aujourd'hui, le drame,
c'est que nos enfants, pour ceux qui étudient ou qui vivent aux États-Unis, nous ne savons pas si nos enfants auront une meilleure situation que nous. Moi, je me souviens de ma fille qui vit à Chicago, qui me dit, mais finalement, je ne pourrais pas aller plus loin que toi, et j'arrive avec un bilan financier déjà lourdement entaché. Donc, vous voyez, ce sont des préoccupations qui sont les mêmes chez les Occidentaux. J'en terminerai en disant que il me semble que, oui, il faut une gouvernance mondiale. Il me semble aussi que nous devons, parce que je reste très attaché à l'Europe, nous devons arrêter nos orientations, arrêter nos objectifs, et c'est là où nous sommes perdants, que ce soit face aux États-Unis, que ce soit face à la Chine. Nous ne savons pas où nous allons. Et je pense que c'est une question qui nous revient, plutôt que de renvoyer à l'autre notre problème en disant on sera déclassé si nous ne savons pas où nous allons. Merci. Cela rejoint un troisième défi que proposait le Premier ministre. En général, on a parlé un peu de défense, mais pas beaucoup, ce qui doit peiner un peu le Premier ministre, qui dans son livre a fait un chapitre très dense sur les questions de défense. Mais votre regard sur nos discussions en toute liberté. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de me donner la parole. Alors, je reprendrai la conclusion que vous avez eue, Monsieur le Premier ministre, lors de votre allocution. Le monde est dangereux. Et je reprendrai l'expression aussi du piège qu'on ne voit pas. En revenant, Monsieur le Professeur, sur votre dernier point, j'essaye de faire une synthèse d'un certain nombre d'interventions qui suscitent la réflexion sur le plan de la sécurité. Alors évidemment, on le voit beaucoup sur les caméras depuis une semaine. Ce qui se passe à Kaboul et ce qui s'est passé depuis avant-hier ou hier, je ne sais plus, le temps passe trop vite, avec l'attentat que Daesh a fait à Kaboul. Et le piège qu'on ne voit pas, c'est qu'on parle du piège de Thucydide, avec les deux grandes puissances, la Chine, les États-Unis. On parle de l'Europe, naturellement, qui pourrait faire le ménage à trois. Mais en fait, il y en a qui ne jouent pas du tout le jeu là-dedans. Et ce mouvement social, en fait, mouvement social d'islamisme radical, ne joue pas le jeu de ces grandes puissances et empêche de tourner en rond. Il est transnational, il s'adresse à des populations dans la grande difficulté et il propose un système radicalement différent de tout ce que nous avons décrit. Lorsqu'on pense universaliste, une intervention que j'ai entendue hier, on disait on pense universaliste quand on est en Nike et qu'on boit du Coca-Cola. En gros, la synthèse, c'est on pense un peu tous la même chose. Et c'est là où, en fait, nous sommes très proches de la Chine, d'une certaine façon. Le système politique est très différent, mais la société veut s'organiser de la même façon. Or, ceux dont je parle, les islamistes radicaux, ne pensent pas du tout la société de la même façon. Et donc, leur menace est bien sûr à la porte de Kaboul, au Sahel, en Afrique, dans de nombreux endroits, Mozambique, Sahel, Somalie, de nombreux endroits, mais aussi à l'intérieur de nos sociétés. Et donc, c'est ce piège qu'on ne voit pas, sur lequel il faut être attentif, parce que lorsque j'interviens récemment là, sur les caméras de télévision, je dis c'est dommage, on m'invite que quand il y a des problèmes. Mais dans 15 jours, plus personne n'en parlera. Et dans 3 mois, on me réinvitera. Donc c'est ce piège qu'on ne voit pas de façon constante, qu'on ne voit que quand il y a des cercueils qui sont amenés dans la cour des Invalides, que quand il y a une bombe qui explose et qui tue 13 Américains, c'est ce piège auquel il faut être attentif en permanence et sur lequel je voulais attirer votre attention. Merci beaucoup, mon général. Merci d'avoir assisté tous les deux à nos échanges et merci de contribuer ainsi à notre réflexion. On aura sans doute des occasions d'échanger plus complètement à l'avenir.